Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Donc nous allons reprendre ce cours sur l'écoulement dans le manteau terrestre. Et aujourd'hui, je suis un petit peu en retard. Je vais continuer à parler du manteau supérieur, mais comme j'introduis en même temps des notions qui vont être utiles pour le manteau plus profond, en fait, on avance quand même pas mal. Alors aujourd'hui, nous allons terminer la question des zones de subduction. Donc, on avait commencé ça la dernière fois sur les observations et les interprétations possibles des observations d'anisotropie sismique. Et ensuite, je vais faire quelques parenthèses pour parler des différents systèmes de glissement de l'olivine. Le prétexte, ce sera justement l'interprétation des observations dans les zones de subduction. Et ensuite, parler un peu des lois de déformation et leur relation avec l'anisotropie intrinsèque. Et finalement, j'espère avoir le temps de parler un peu de comment on fait les simulations numériques du développement de l'anisotropie intrinsèque dans le manteau supérieur, c'est-à-dire comment dans la pratique on peut relier les phénomènes à l'état microscopique aux phénomènes à l'état macroscopique et donc aux observations au final sismiques. Alors, comme on n'a pas eu cours pendant presque 3 semaines, je voulais simplement vous rappeler qu'on travaille jusqu'à présent dans l'hypothèse que l'axe rapide de l'olivine, qui est l'axe A, s'aligne dans la direction de la déformation et que cette déformation est en fait, on la ramène au cas simple de cisaillement simple d'assez grande ampleur puisqu'on travaille sur des temps géologiques assez longs. Donc ça, c'est une hypothèse assez forte, mais qui est vérifiée par un certain nombre d'expériences en laboratoire. Donc jusqu'à présent, c'est dans cette hypothèse qu'on a travaillé, et ceci est justifié, comme je vous l'ai déjà montré auparavant, en contrastant les observations sismiques d'anisotropie dans les bassins océaniques, donc ici au niveau global. À gauche, je vous rappelle, c'était l'anisotropie azimutale, donc la direction de l'axe rapide et l'amplitude d'anisotropie en chaque point du globe ici, à très grande échelle, contrastée avec les directions des plaques, donc ici plaques fossiles qu'on compare aux profondeurs assez superficielles, et ici aux directions absolues des plaques actuelles, et qu'on compare aux plus grandes profondeurs. Et on s'aperçoit qu'on a une bonne correspondance ici à des profondeurs qui correspondent à des profondeurs de l'asténosphère, donc au-dessous de la lithosphère rigide, avec les directions absolues de plaques actuelles. Et par contre, dans les zones lithosphériques, c'est plutôt avec les directions de plaques fossiles, donc de l'anisotropie fossilisée, donc figée depuis la formation de la lithosphère. Le fait qu'on ait cette bonne correspondance nous rassure que l'hypothèse que nous faisons, cette hypothèse simple, donc d'alignement de l'axe rapide dans la direction du cisaillement, est valable. Alors, donc, je vous rappelle, on était en train de discuter la question de ce qui se passe dans les zones de subduction, avec l'intérêt étant de comprendre un peu la dynamique. Et donc, a priori, un modèle simple pourrait être une plaque qui plonge et donc avec des cellules de convection de part et d'autre qui impliquent des directions de cisaillement parallèles à la plaque plongeante. Il y a bien sûr des complexités en 3 dimensions et des phénomènes qui se rajoutent avec de la fusion spatielle, de l'hydratation qui peut changer la situation. Alors j'en étais restée là, je vous avais donné un exemple qui n'était peut-être pas choisi très bien dans la mesure où c'était une région très complexe, mais qui montrait bien le genre d'outils qu'on a à notre disposition pour étudier l'anisotropie sismique dans ces régions, avec des ondes de volume soit locales, donc de la biréfringence, le splitting des ondes S locales, soit des ondes télésismiques. Et dans cet exemple particulier, on avait terminé sur ce dessin qui montrait une interprétation des données
avec une partie du splitting de l'anisotropie provenant de la lithosphère au-dessus de la plaque et interprétée en fonction de fusion partielle et de lamelles de fusion donc de direction verticale. Et par contre, en dessous de la plaque, on avait des directions qui étaient non pas parallèles à la plaque, mais perpendiculaires ici à l'écran, qui donc donne l'impression peut-être d'un écoulement horizontal, plutôt que d'un écoulement qui accompagne le plongement de la plaque. Il y avait aussi des observations donc dans le coin au-dessus de la plaque, où on avait dans les parties superficielles aussi des directions qui étaient plutôt horizontales, parallèles à la direction de la fosse et non de celle de la zone de subduction. Et plus profondément, on avait l'inverse, donc une anisotropie qui donnait l'impression peut-être de couches qui suivent parallèles à la direction de la plaque. Alors, je vous ai montré ces observations dans une région très compliquée, mais en fait, ces observations se confirment dans de nombreuses régions, et parfois elles sont même plus claires. Ici, c'est pour des observations dans le coin mantélique, au nord du Japon, et vous voyez ici donc les directions de l'axe rapide obtenues, qui sont près de la fosse. Plus près de la fosse, elles sont parallèles à la fosse, et plus en arrière, donc dans le coin, elles deviennent perpendiculaires à la fosse. Donc il y a une transition de la direction de l'axe rapide qui est parallèle à la ligne de la fosse, au voisinage de la fosse, vers un axe rapide perpendiculaire à cette ligne. Et encore un exemple ici. Celui-ci, le précédent a été obtenu par mesure de birefringence d'onde S, et ici, c'est l'anisotropie des ondes P dans une autre zone de subduction, celle de l'Alaska, où on voit aussi ce même phénomène si on regarde cette coupe ici. Donc c'est une coupe A', je ne sais pas si oui, la voici ici. Donc ici c'est l'Alaska et la zone de subduction qui fait un grand angle ici. Et ce qui est indiqué ici, c'est la projection. C'est une projection. La coupe est verticale, mais les bâtons montrent la direction dans le plan horizontal. Donc, près de la plaque, cette direction est perpendiculaire à la direction de la. Ah oui, c'est l'inverse ici. Elle est perpendiculaire à la direction de la fosse, et là, elle devient plus parallèle. Bon. En tout cas, de manière générale, ici, c'est un résumé de ce qu'on trouve dans la partie du manteau au-dessus de la plaque plongeante. On trouve dans de nombreux endroits des directions d'axe rapide parallèles à la fosse, ce qui n'est pas ce à quoi on s'attend dans le cas d'un modèle simple à 2 dimensions. Si on fait une coupe dans une zone de subduction, et on s'imagine les courants de convection simples associés. Maintenant, si on regarde sous la plaque, donc c'est surtout des mesures par biréfringence d'ondes SKS et aussi d'ondes S, les ondes S ayant leur source dans la zone étudiée et observées à de grandes distances, et les ondes SKS, elles, provenant de sources lointaines et observées dans la zone qui nous intéresse. Et là, on voit aussi de manière relativement systématique des alignements donc de la vitesse de l'axe rapide, qui est indiqué ici par tous ces bâtons, qui est parallèle à la direction de la fosse et non pas perpendiculaire comme on pourrait s'y attendre. Et ceci est assez général quand on fait une compilation dans le monde entier, dans les zones de subduction tout autour du Pacifique. On s'aperçoit qu'en général, on a donc un alignement
de l'axe rapide parallèle à la fosse, sauf dans quelques régions, dans la région des Cascades, au Mexique, dans une petite région de l'Amérique du Sud et ici en Méditerranée. Donc la question se pose, comment interpréter ces observations? Et donc encore une fois, pour un modèle simple, on s'attendrait plutôt à de la déformation qui suivrait la plaque et donc un axe rapide qui serait plutôt perpendiculaire à la fosse. Donc pour expliquer ça, on a proposé, il y a plusieurs interprétations possibles que je vais vous décrire un peu plus de détails. Le premier, c'est peut-être le plus simple, c'est celui de l'écoulement parallèle à la plaque, donc directement relié à toujours la même idée de l'axe rapide de l'olivine s'alignant dans la direction de la déformation. Et un autre modèle qui me permettra d'introduire les autres types de déformation de l'olivine, ici le type B, celui-ci, celui dont on a parlé jusqu'à présent, s'appelle type A. Et enfin, un modèle proposé récemment qui attire l'attention sur le fait qu'on fait l'hypothèse que la structure de l'olivine est hexagonale, la structure du cristal d'olivine est hexagonale, alors qu'en réalité, elle est orthorhombique. Alors regardons d'abord la première hypothèse. La première hypothèse est dessinée ici, donc sur l'exemple de l'Amérique du Sud. Là, vous êtes l'Amérique du Sud, ça c'est le sud ici, le nord ici, donc les Andes. Et donc, il propose que l'écoulement se fait horizontalement pour deux raisons. D'abord, parce que la plaque, au cours du temps, la fosse s'écarte de plus en plus vers l'intérieur de l'océan, et donc elle repousse l'écoulement ici ce sera vers l'ouest, et l'écoulement ne peut pas non plus être vertical parce qu'il y a une différence entre la viscosité du manteau supérieur qui est plus faible que celle du manteau inférieur, donc il y a une résistance à la pénétration dans le manteau inférieur, au-delà de 670 km de profondeur. Et donc, ce mouvement de la plaque qui se retire, qui s'écarte donc de l'Amérique du Sud, combiné avec cette résistance à la discontinuité de 670 km, provoque un écoulement horizontal qui va s'échapper par les ouvertures au bord de la plaque. Et donc ceci a été, renforcé par l'observation que je m'excuse, ce n'est pas très bien focalisé, que le splitting, donc observé dans les ondes SKS en fonction de la vitesse de retrait de la plaque, il y a une corrélation donc, autour du Pacifique entre l'amplitude de l'anisotropie et cette vitesse de déplacement de la plaque en retrait par rapport au continent. Et donc, voilà, donc il propose que cet écoulement parallèle à la fosse est dû à la combinaison de deux effets, le recul de la fosse et la résistance à l'écoulement par le bas. Alors, il faut quand même bien se rendre compte que ce modèle suppose un gradient vertical dans la vitesse de l'écoulement, ce qui n'est pas forcément évident quand on regarde juste le dessin, parce que ce sont les gradients qui vont donner la déformation. Donc une petite question de ce côté-là. En tout cas, donc, ils expliquent, ils remplacent le modèle simple à deux dimensions avec les écoulements ici le long de la plaque au-dessus et en dessous par un écoulement donc plus complexe avec un retour ici autour de la plaque qui donnerait une déformation parallèle à la fosse et donnerait par là même aussi des observations au-dessus, dans le coin, qui seraient aussi parallèles à la fosse. Par contre, à plus grande profondeur ou plus loin de la fosse, on aurait encore
un écoulement donc, de coins qui provoquerait des formations donnant lieu à des axes rapides qui seraient plutôt parallèles à la fosse. Alors, ceci a été confirmé, enfin cette hypothèse a été confortée par des modèles numériques du développement d'anisotropie intrinsèque. Hein, je vous rappelle l'acronyme CPO, Crystal Preferred Orientation. Ici, dans un cas d'un modèle 3D récent qui est sophistiqué parce qu'il s'agit ils ont introduit un modèle de déformation avec rhéologie non newtonienne. On y reviendra, mais c'est vraiment une rhéologie non newtonienne qu'il faut avoir pour être dans un cas réaliste. Et la plupart des modèles numériques considèrent en général une rhéologie newtonienne, c'est-à-dire où la vitesse de déformation est proportionnelle à la contrainte. Et on verra que dans ce cas-là, en général, on ne produit pas facilement de l'anisotropie. Mais bon, il conclut tout de même que en fait, la magnitude du splitting dépend de la distance de migration de la plaque et non de la vitesse de celle-ci. Donc peut-être un détail à considérer. Donc ça, c'est la première hypothèse qui paraît plausible avec quelques petits problèmes éventuels. Le deuxième modèle qui a été proposé par l'équipe de Carato à Yale, c'est un modèle de déformation de type B de l'olivine. Donc jusqu'à présent, on a donc supposé que l'axe rapide s'alignait dans la direction du cisaillement, mais sous certaines conditions, les plans de glissement changent, de l'olivine, les plans de glissement préférentiel changent, et en fait, la direction d'axe rapide devient perpendiculaire à la direction du cisaillement. Donc on va voir dans quelles conditions ça se passe. Et donc on distingue plusieurs types de comportements de l'olivine, A étant le plus classique, B étant celui qui pourrait donner une direction perpendiculaire à la direction d'écoulement, qui donc pourrait expliquer cette direction parallèle à la fosse, même dans le cas d'un écoulement simple de cellules de convection qui entraînent et qui sont entraînées par la plaque. Alors ici, j'ai fait un dessin, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de projection, qui montre, donc ce sont une projection stéréographique qui montre les directions dans lesquelles s'alignent les cristaux d'olivine. Donc ici, c'est l'axe A, l'axe B, l'axe C de l'olivine, et on voit, dans le cisaillement étant dans cette direction-là, le rouge indique que cet axe-là s'aligne le long de l'axe de la déformation. Alors qu'on voit ici, c'est perpendiculaire. Alors je voulais passer quelques minutes pour vous expliquer ce genre de diagramme, parce qu'on en verra beaucoup. On en verra un peu aujourd'hui, on en verra aussi pas mal quand on va parler du manteau inférieur. Donc une projection stéréographique, c'est donc de projeter certaines propriétés sur la sphère, de les projeter dans un plan avec un point donc à une certaine distance servant à cette projection. Et l'exemple peut-être le plus facile à comprendre, peut-être c'est moi qui comprends plus facilement parce que je suis sismologue, mais par exemple, si vous avez à représenter la situation suivante, un plan de faille, avec donc un plan qui est orienté à la fois dans le plan horizontal et avec un certain pendage, et vous voulez donc représenter l'orientation de ce plan, et aussi une direction, donc qui serait une direction de glissement dans le cas d'un tremblement de terre, par exemple, ou quand on analyse disons des échantillons géologiques, vous voulez représenter ces directions dans l'espace. Et donc vous pouvez faire une projection donc stéréographique sur le plan inférieur. Et donc la direction
du plan. Votre plan va donc être indiqué comme ceci. Il va couper la sphère, comme est indiqué ici par la couleur bleue plus foncée, et projeté sur le plan, on va avoir cette ligne-là, donc, qui est aussi indiquée ici. Et donc, cette représentation va nous donner à la fois l'azimut, l'orientation par rapport au nord du plan, et cet angle qu'on sait mesurer par des cartes stéréographiques va nous donner le pendage. Et un plan vertical va être un plan qui va passer par le centre, un plan horizontal va être donc, sur le pourtour. Et on peut aussi représenter un vecteur, donc une direction comme ceci, là en rouge ici, va être projetée et va nous donner un point en fait, sur ce plan qui va nous donner aussi l'orientation. Il y aura les deux angles, une information sur les deux angles qui servent à définir cette orientation. Et donc si on revient à la figure précédente, on voit ici, si ceci est donc dans le plan horizontal, plan de projection inférieure, la direction X, la direction Y, les axes A s'alignent, le rouge montre le maximum d'alignement dans cette direction-là, dans ce cas-là, alors qu'ils s'alignent dans la direction Z, hein, ils sont au centre ici du dessin, dans ce cas-là. Okay. Bon. Moi, j'ai mis pas mal de temps à comprendre comment ça marchait, mais voilà. Donc, et comment, donc, dans quelle situation peut-on obtenir un comportement A ou un comportement B? Ceci a été, donc, c'est grâce aux expériences de laboratoire sur la déformation de l'olivine et qui ont été effectuées avec un appareil qui s'appelle l'appareil de Griggs, où on a pu montrer que les plans de glissement principaux changent, en particulier avec le contenu en eau, donc l'hydratation de l'échantillon. Et ce mécanisme est plausible a priori dans le manteau, puisque la quantité d'eau enfermée dans la roche est de plus en plus grande, est plus grande à plus forte pression. La roche peut renfermer plus d'eau à plus forte pression, avec une augmentation assez forte de 2 ordres de magnitude, entre 0,3 gigapascal et 3 gigapascal, par exemple. Alors l'appareil de Griggs, très rapidement, c'est un appareil à piston, mais il y a 2 pistons donc, qui provoquent la compression. Le piston externe donne la pression de confinement, ce qui permet de travailler à haute pression de confinement, et le piston interne permet d'appliquer une contrainte déviatorique, et donc l'échantillon ensuite sous contrainte, on pourra observer le plan de cisaillement avec des marqueurs de la déformation. Et ça donne ensuite des observations comme ceci par microscopie électronique, et on s'aperçoit ici, donc on marque la déformation est donnée par les flèches ici, et on voit on voit ça c'est des dislocations, je n'ai pas encore parlé de dislocations, mais qui sont alignés avec ici, dans le type B, avec la direction de l'axe de l'olivine 001, donc de l'axe C. Et pareil pour cet autre type de déformation. Et donc, en tout, on distingue 5 types de déformation suivant les conditions expérimentales, en particulier le contenu en eau, et aussi la contrainte appliquée, et aussi la pression, et bien sûr la température. Et donc A, c'est celui que nous connaissons le mieux. Ici, c'est la direction du cisaillement. Et donc l'axe A aligné avec le cisaillement. Ici, c'est le type B.
et ensuite C, D et E sont un peu plus différences plus subtiles avec ce qu'on distingue le mieux, c'est la différence entre A et B. Alors, Karato a beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont regardé, donc exploré les types observés en fonction du contenu en eau, ici, donc en 10 puissance moins 6, ici, de rapport hydrogène-silicium, et en fonction de la contrainte appliquée. Donc, pour l'olivine sèche, c'est surtout le type A. Alors ici, donc, la notation, quand on a ici des parenthèses rectilignes comme ça, c'est la direction, donc la direction 1, 0, 0, et ça donne le plan de glissement. Les parenthèses courbées donnent le plan de glissement. Donc ici ce serait le plan perpendiculaire à l'axe Z, hein, donc le plan XY. Et on voit donc le type A dans des conditions d'olivine sèche, et ensuite, suivant les conditions de la contrainte appliquée, pour les roches hydratées, on observe ces différents types. Et le type B, qui a donc été proposé par Karato pour expliquer les observations dans les zones de subduction, serait dominant à basse température et forte contrainte. Il y a aussi ce diagramme qui montre ici, en fonction de la température et de la contrainte appliquée, pour une teneur en eau fixe, cette fois-ci, on voit donc que le type B domine à basse température et le type C à plus haute température. Alors, donc, ces observations ont été faites donc, il y a une dizaine d'années dans l'appareil de Griggs. En fait, depuis, il y a eu des mesures faites dans un appareil de Griggs amélioré avec des pistons en alliage de tungstène-carbone qui permettent d'aller à de plus fortes pressions et donc avec des déformations en cisaillement importantes et sous des faibles contraintes. Et là, et aussi sous des conditions expérimentales plus rigoureuses qui permettaient de mieux contrôler la quantité d'eau renfermée par la roche. Et là, on s'est aperçu qu'on peut observer cette transition de type A à type B, même sur des échantillons d'olivine sèche à plus haute pression. Et donc, bon, là, c'est les conditions expérimentales, donc température de 1300 degrés Celsius, qui correspond au manteau supérieur, une vitesse de déformation relativement réaliste et des déformations assez importantes, hein, une déformation facteur 3 à 6. Et donc, je vous montre simplement donc, le résultat de comment il voit cette transition, donc à une pression de 2. Donc, encore une fois, comment s'alignent les axes A, B et C de l'olivine, le cisaillement étant toujours dans la direction ici horizontale. À des pressions de 2,5 gigapascal, on a bien un type A. À 3,1 gigapascal, ça a déjà changé, et à 3,6 gigapascal, on a franchement une déformation de type C. Donc la conclusion, c'est que ce comportement de l'olivine peut être aussi observé aussi bien sous la plaque, donc sous la plaque où on a des hautes pressions mais des conditions sèches, très probablement, que dans le coin au-dessus de la classe où on a des conditions humides mais des plus basses pressions. Et il faut remarquer que bien qu'on trouve surtout du type A dans la nature, dans les péridotites naturelles, on trouve de temps en temps des déformations de type B. Alors il y a quand même un inconvénient, c'est pour ça que je vous avais rappelé ce qu'on avait fait les semaines précédentes, c'est que tout de même le comportement de type A est en très bon accord avec ce qu'on observe dans les bassins océaniques, dans le manteau supérieur dans les bassins océaniques. Alors on ne voit pas pourquoi, au moment de la subduction, dans le même domaine de profondeur, tout à coup, ça devrait changer. Donc ça, c'est un problème avec cette interprétation actuelle.
Alors donc il y a une troisième interprétation proposée. Celle-ci est un petit peu plus compliquée à expliquer en détail, mais le principe est celui-ci. Donc c'est un modèle proposé au départ par Kawakatsu et al. Pour ce qui se passe dans les bassins océaniques. Donc ici on a la lithosphère, ici la sténosphère, pour expliquer l'anisotropie de polarisation, donc la différence de vitesse des ondes polarisées horizontalement, des ondes S polarisées verticalement, comme les ondes de Loeb et les ondes de Rayleigh, qui est un signal très, très net dans les bassins océaniques. Et donc pour l'expliquer, ils avaient proposé un modèle en lamelles, donc ça n'est plus d'anisotropie intrinsèque, c'est de l'anisotropie apparente due à donc des inclusions fluides avec des formes alignées horizontalement, qui correspondraient donc à la fusion partielle. Et donc leur raisonnement, c'est que quand la plaque arrive en zone de subduction, elle va tourner et elle entraîne la sténosphère avec elle. Donc ces formations vont également tourner avec la plaque et donc donner une anisotropie qui ne sera plus donc une anisotropie intrinsèque, mais qui sera reliée à ce phénomène-là. Et donc le raisonnement est basé sur l'idée qu'en fait on simplifie trop le problème quand on suppose que la symétrie de l'olivine est hexagonale et que dans ce cas-là, on s'attend à avoir une anisotropie azimutale forte, mais l'anisotropie radiale serait faible. Et or, l'anisotropie radiale observée est forte, donc ce modèle est peut-être un peu trop simplifié. Par contre, une symétrie orthorhombique, en tenant compte maintenant de la complexité plus grande de cette symétrie orthorhombique, on peut obtenir une anisotropie radiale plus forte, mais alors l'anisotropie radiale est un peu faible, ce qui est encore un problème, je pense, puisque l'anisotropie azimutale est assez bien documentée dans les bassins océaniques. Mais l'idée, tout de même, c'est qu'on pourrait distinguer ces différents modèles si on a des observations d'ondes sismiques qui arrivent avec des angles d'incidence différents. Ici, on a donc le cas de l'anisotropie azimutale en fonction, donc c'est les vitesses des ondes SH et des ondes SV en fonction de l'angle d'incidence. On a toujours VSV supérieur à VSH, c'est le cas de l'axe de symétrie est horizontal. Le cas de l'anisotropie radiale pure, de l'anisotropie de polarisation pure, avec axe de symétrie verticale, on a au contraire VSH supérieur à VSB, toujours indépendamment de l'angle d'incidence. La différence varie, mais c'est toujours dans le même sens. Par contre, avec un cristal à symétrie orthorhombique, si on tient compte de ça plus précisément, on va voir changer la relation entre les vitesses de VSH et VSV en fonction de l'angle d'incidence. Donc ce modèle est plus sophistiqué. Malheureusement, à l'heure actuelle, on manque d'observations. On a surtout en général des observations avec des angles d'incidence très élevés, donc des ondes SKS ou des ondes même S qui proviennent de grandes distances. Et donc, on a du mal à avoir beaucoup d'envergure dans les angles. Donc, pour résumer, quel est le modèle le plus réaliste ? Le modèle d'Olivine B a fait beaucoup de sensations au moment où il a été proposé, mais il est en désaccord avec les observations dans les bassins océaniques, où l'anisotropie est bien expliquée par un modèle d'Olivine de type A, et la plupart des échantillons de roches du manteau montrent aussi une déformation de type A, donc ce modèle n'est plus très populaire. Les deux autres modèles sont plus difficiles à distinguer et donc il faut donc plus de données avec des inclinaisons de trajet différentes pour pouvoir trancher. Et bien sûr, associer ça avec donc des modélisations en 3 dimensions avec une rhéologie plus réaliste. Alors, bon, je vais passer là simplement pour dire que
Donc, tout de même, le modèle de Levin de type B s'appliquerait peut-être plus facilement dans le coin, au-dessus de la zone de subduction, en partie qui serait donc à des pressions relativement faibles et une situation d'hydratation plus forte. Alors maintenant, je vais parler un peu des dislocations. Parce qu'on va essayer, on a jusqu'à présent parlé beaucoup de sismologie, donc d'observation à grande échelle, et on a relié ça aux observations expérimentales, mais d'une manière assez floue, disons. On va repartir maintenant et regarder ce qui se passe à l'état microscopique. Et donc, on va parler des dislocations. Alors, je vous avais introduit ces lois de déformation dans le premier cours, ces lois de fluage avec la vitesse de déformation en fonction de la contrainte appliquée. Et donc, ce sont des lois de déformation qui sont activées thermiquement et qui vont, suivant le comportement, dépendre linéairement de la contrainte. Ce sera le régime de la diffusion. Et dans ce cas-là, ils vont par contre dépendre de la taille des grains. Et au contraire, on peut avoir une loi qui ne dépend pas de la taille des grains, mais qui dépend, où l'exposant est supérieur à 1, donc qui dépend de manière non linéaire avec la contrainte. Alors ces cas sont très distincts et donc on va les regarder séparément. On va, les déformations dans les solides, on va distinguer le cas des dislocations et le cas de la diffusion. Il y a aussi donc d'autres phénomènes un peu plus qui s'y ajoutent, le glissement des limites de grains et le twinning. Donc d'abord, les dislocations. C'est le cas de mouvements dans tous les cas, il s'agit au niveau atomique de mouvements de défaut dans la structure cristalline. Et dans le cas des dislocations, il s'agit de défauts linéaires, alors qu'on verra dans le cas de la diffusion, ce sont des défauts ponctuels. C'est ça la différence principale. Alors qu'est-ce qu'une dislocation? C'est donc un défaut linéaire dans un cristal. Par exemple, vous introduisez un demi-plan supplémentaire dans un cristal, par exemple un cristal cubique. Donc vous introduisez un défaut dans ce cristal. Et alors qu'est-ce qui se passe? Sous l'effet des contraintes, ce défaut va se propager. Il va se propager progressivement le long du cristal. Et il va se propager. Cette propagation ne va pas être instantanée, elle va dépendre du temps. Et pourquoi ça se passe? On peut le comprendre, c'est en fait cette façon de se déformer utilise moins d'énergie. Si vous essayez de déplacer un tapis en tirant dessus, c'est très dur. Par contre, si vous le déplacez peu à peu, en créant un pli, ce sera beaucoup plus facile. C'est comme ça c'est l'exemple classique de la chenille. Là se déplace la chenille. Voilà. La déformation dans le cristal, c'est la même chose. Vous avez d'abord une déformation élastique due à une contrainte, et ensuite on introduit une dislocation. Cette dislocation se propage, et finalement vous arrivez à avoir changé la forme du cristal sans avoir de fracturation mécanique et sans changement de structure. Et l'unité infinitésimale de ce changement de forme s'appelle le vecteur de Burgers, noté par la lettre B. Et donc la déformation ductile est reliée, donc, dans ce cas, au mouvement des dislocations. Encore une fois, donc, ici, le cas on distingue les dislocations de coin, où le vecteur de Burgers est perpendiculaire à la ligne de la dislocation, et les dislocations à vis,
où le vecteur de Burgers est parallèle à la ligne de dislocation et qui permet aux dislocations de monter. Et donc, en général, c'est une combinaison des deux qui permet donc de déformer le cristal. Au fur et à mesure, on a une partie donc parallèle au plan de déformation et une partie perpendiculaire, et à la fin, on déplace le bloc. Donc, le vecteur de Burgers représente le cisaillement élémentaire. Et donc, il y a deux directions importantes, hein, celle du vecteur de Burgers et celle de la ligne de discontinuité. Alors, comment on observe les dislocations? Soit par des méthodes de décoration, ici, c'est un exemple ici dans l'olivine, et aussi par microscopie électronique. Et ensuite, donc, on peut donc quantifier la façon dont ça se passe et déterminer que la vitesse de déformation est proportionnelle à la densité des dislocations. Au vecteur de Burgers, c'est la vitesse de glissement qui elle-même dépend de la contrainte. Et au final, on obtient, en tenant compte du fait que la densité des dislocations est proportionnelle au carré de la contrainte, on obtient une loi donc de fluage en variation en cube de la contrainte. Ici, c'est un exemple de formation par dislocation au laboratoire. Donc, on part d'un échantillon qui est initialement non déformé, et au bout d'une déformation qui produit 42% de raccourcissement, on obtient donc des grains très déformés, donc, qui manifestent donc les mécanismes à l'échelle du cristal en réponse à cette déformation macroscopique. Alors, maintenant, l'autre type de déformation dans les solides, c'est la déformation donc par diffusion, et qui, elle, est reliée à des défauts ponctuels. Donc, quel genre de défauts ponctuels? Par exemple, ici, dans un cristal de NaCl, de sel, on a les atomes de sodium et les atomes de chlore disposés régulièrement. On peut avoir un atome s'introduire donc à l'intérieur de cette matrice et donc laisser un trou dans un autre endroit. C'est ce qui s'appelle le défaut de Frenkel. Et donc on rencontre ça plutôt dans les cristaux où les ions ont des tailles différentes, les petits pouvant se mettre plus facilement au milieu que les gros. Et par contre, on peut avoir le cas où simplement on enlève deux ions de valence différentes, opposées, et qui laissent donc chacun un trou. Et ça s'appelle déformation diffusion de Schottky. Mais on peut aussi avoir des impuretés, donc des atomes de nature différente qui s'introduisent à l'intérieur de la matrice. Donc, encore une fois, soit on peut avoir des trous, vacancy en anglais, des introductions dans les interstices, ou une substitution par un atome de notre nature. Et donc la diffusion, c'est le transport de masse, c'est le mouvement des atomes et des trous. Donc ici, vous avez un exemple où on a marqué 5 atomes et avec un trou. Donc on déplace, l'atome A se déplace ici d'abord, ensuite l'atome B revient là, ensuite, bon, ça c'est comme un jeu bien connu, l'atome C vient ici, puis l'atome D, et en fin de compte, l'atome E, et on a donc une configuration qui a changé, mais on remarque que les atomes se sont moins déplacés que les trous. Ce sont les trous qui parcourent les plus grandes distances dans ces déformations. Il y a deux mécanismes de diffusion. L'un se fait par l'intérieur
du cristal, diffusion intracristalline, c'est le fluage de Nabarro-Ehring. Et par contre, l'autre se fait sur les limites de grains, c'est le fluage de Coble. Et toujours, les trous et les atomes se déplacent dans des directions opposées. Donc ici, les flèches indiquent le mouvement des atomes. Et encore une fois, ceux-ci se déplacent moins que les trous. Alors, les limites de grains sont des endroits particuliers. Donc, c'est des régions de discontinuité et donc, où se concentrent les défauts et donc où peut se concentrer la déformation. Je n'en dirai pas, il y a beaucoup d'études actuellement qui se concentrent sur ce qui se passe dans les limites de grains. Donc là aussi, on peut quantifier et donc en regardant ce qui se passe, je n'entre pas dans les détails, mais au final, on trouve une loi de fluage où la vitesse de déformation est proportionnelle à la contrainte. Elle est aussi proportionnelle elle est aussi proportionnelle à l'épaisseur de la limite de grain dans le cas du fluage de Coble et simplement, mais pas dans le cas du fluage de Nabarro-Ehring. Et on a une dépendance en taille de grain au cube, ou l'inverse du cube des tailles de grain dans le cas de Coble et au carré dans le cas du fluage Nabarro-Ehring. Et tout ça, c'est en général simplifié en définissant un coefficient de diffusion effectif, donc qui permet de tenir compte des deux types de fluage, et on obtient au final une loi de ce type. Donc, mais l'important, c'est qu'à la différence des dislocations, on a une loi linéaire en fonction de la contrainte. Et pour que ce mécanisme soit efficace, on s'aperçoit bien sûr qu'il faut que les tailles de grains soient petites et que la température soit haute, puisque ce terme-là augmente avec la température et celui-ci aussi. Alors ici, pour expliquer aussi que la migration des limites de grains est donc aidée, la diffusion favorise la migration des limites de grains et cette migration aide la déformation des cristaux. Donc là, on a en particulier le phénomène de croissance de grains qui, on essaye de faire un petit film ici pour montrer ce qui se passe à la limite de grains. Mais c'est un phénomène important qui va être associé aussi avec la recristallisation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une déformation qui va donner de l'anisotropie, une déformation par dislocation qui va donner de l'anisotropie, mais au fur et à mesure où les grains se déforment et recristallisent, au bout d'un certain temps, vous pouvez perdre cette anisotropie et donc vous allez perdre l'information historique contenue dans ce que vous observez à l'heure actuelle. Donc c'est un problème qui peut être assez important. Pour résumer les genres de régimes de déformation en fonction de la contrainte et de la taille de grain, on a donc pour les grains petits, de petite taille à température constante, on est dans le régime de la diffusion à des contraintes pas trop élevées et qui correspondent au cas de la Terre, au cas de l'observation naturelle, et au contraire, pour des tailles de grains plus grandes, le mécanisme favorisé est celui de dislocation. Ça, c'est une version de Carato, le même dessiné dans un autre article de Jessica Warren qui indique la même chose, on voit ici, dans cette direction,
la taille des grains augmente et dans ces directions-là, la taille des grains diminue pour se trouver à cette limite. Alors, encore une fois, pour la recristallisation est éventuellement un problème important qui est bien observé en laboratoire. Ici, donc, en fonction du temps, c'est dans un, c'est un exemple dans le cas de l'olivine, mais ici, c'est observé sur matériau l'octachloropropane, où on voit au cours du temps la taille des grains changer et donc leur forme aussi reprend ici très particulièrement une forme beaucoup moins avec une anisotropie donc effective beaucoup moins forte. Voilà. Alors maintenant, on va regarder. Ça non, j'en parlerai un peu plus tard. Je voudrais consacrer le reste de ce cours à montrer comment on va pouvoir faire les simulations numériques du développement de l'anisotropie intrinsèque dans le manteau supérieur. On veut pouvoir faire ces simulations numériques pour différentes raisons. D'abord, on veut voir quelle peut être l'influence des différentes hypothèses qu'on peut faire avant de pouvoir comparer ça avec des observations réelles. Donc, quelles sont ces hypothèses ? On va rappeler les différentes hypothèses qu'on a faites. Donc, d'abord, la symétrie hexagonale des cristaux, c'est une hypothèse simple qu'on fait d'habitude. L'alignement de l'axe rapide de l'olivine, donc l'axe A, dans la direction de d'écoulement. L'effet des minéraux autres que l'olivine, je n'en ai pas parlé, mais l'olivine ne constitue que 50% donc de la roche du manteau supérieur, et donc il faut aussi s'intéresser à l'anisotropie dans l'orthopyroxène et le clinopyroxène, qui sont des constituants majeurs aussi. Donc l'effet de ces autres minéraux sur la texture des roches. Et en particulier, donc, le système de glissement dominant de l'olivine, ça je l'ai répété beaucoup de fois, c'est l'axe A qui s'aligne dans la direction du cisaillement, dans le cas du type A, le plus courant. Par contre, pour l'orthopyroxène, le système de glissement dominant est un autre système, c'est direction 0,01 et dans le plan 1,00. Et donc c'est l'axe C qui va s'aligner dans la direction du cisaillement. Et donc si vous combinez les deux dans un certain type, soumis à un certain régime de déformation, de contrainte, vous allez avoir en moyenne une réduction dans l'anisotropie moyenne de la roche due à la présence d'orthopyroxène. Influence de la rhéologie, donc l'influence de savoir quel est l'exposant de la vitesse de déformation en fonction de la contrainte et la dépendance ou non de la taille de grain. L'influence de la recristallisation, donc reconfiguration des grains, croissance des grains, qui peut donc nous cacher l'histoire de la déformation, et donc qui peut être un effet important et donc un problématique pour comprendre l'écoulement dans le manteau à l'échelle des temps géologiques. Et la recristallisation, ici je note tout de même qu'on observe ça bien dans les échantillons de roches naturelles. On observe une réduction de l'anisotropie due à la recristallisation, à la rotation des grains, lorsque la déformation dépasse une certaine limite. Alors il va falloir pouvoir simuler ceci dans les calculs de la déformation. Et aussi donc l'effet de la pression. On peut avoir un changement de système de glissement dominant de l'olivine
qui peut donc à plus forte pression, réduire la magnitude de l'anisotropie. Alors pour ceux que ça intéresse, je conseille ce livre sur la texture et l'anisotropie, donc de ces spécialistes qui racontent en les plus intimes détails l'effet des orientations préférentielles des cristaux sur les propriétés des matériaux et très précisément des roches. Alors, on part des propriétés microscopiques, donc les propriétés cristallines, les anisotropies cristallines, les plans de glissement, mais il faut aussi tenir compte du fait qu'on n'est pas en présence d'un monocristal, mais qu'une roche est très généralement un ensemble polycristallin. Alors, comment calculer les propriétés anisotropes à l'échelle de la roche? Donc, il va falloir, on va connaître l'anisotropie microscopique des cristaux, les plans de glissement, etc. Mais tout ça va être assemblé dans un certain assemblage, un certain agrégat, qui donc va être un mélange où tous les cristaux ne vont pas être nécessairement alignés de la même façon, dû aux conditions de départ et aux conditions géométriques et autres de départ. Donc il va falloir pouvoir relier ceci, remplacer ou relier les propriétés au niveau du cristal à celles de l'assemblage, donc passer du monocristallin à un milieu effectif. Et donc on va faire une moyenne, une moyenne sur le volume de la roche qui va dépendre de la composition minéralogique et de l'orientation des cristaux. Alors c'est là qu'intervient la façon dont on fait les moyennes. Et là il y a deux façons principales. C'est donc de construire des milieux effectifs, pour la microstructurelle, soit donc en fait on veut relier les contraintes aux déformations, et donc en déduit on veut obtenir les propriétés élastiques effectives. Soit on peut considérer soit que dans l'agrégat la déformation est constante, la déformation est uniforme, soit que c'est la contrainte qui est uniforme. Et suivant ces deux hypothèses, on va sommer soit les constantes élastiques directement, soit l'inverse des constantes élastiques. Et on obtient ainsi deux moyennes, la moyenne de Voigt et la moyenne de Royce, qui vont nous donner des limites, une limite maximum et une limite minimum. Ici, c'est l'anisotropie dans des ondes P en pourcent, donc suivant qu'on fait la moyenne de Voigt ou la moyenne de Royce. Et on voit que ces deux moyennes divergent. Et donc la solution, c'est de prendre la moyenne de ces deux moyennes, qui est la moyenne de Hill, ou parfois appelée Voigt-Royce-Hill, qui est donc Voigt plus Royce sur 2. Alors, ça n'a aucune base théorique, mais en pratique, il se trouve que on trouve des valeurs qui sont proches des valeurs mesurées expérimentalement. Donc c'est fait couramment, bien qu'on soit quand même ennuyé qu'il n'y ait pas de théorie rigoureuse à l'appui. Alors ensuite, donc, ça c'est pour tenir compte du fait qu'on a un système polycristallin. Et comment on va simuler la déformation? Alors là, la façon, disons, peut-être favorite actuellement de le faire,
il y a on peut faire différentes hypothèses, mais le formalisme, disons, qui marche pas mal, qui est assez populaire, c'est le formalisme VPSC, Viscoplastic Self-Consistent Mechanism, qui donc a été proposé au départ par Molinari et donc développé et qui a été appliqué beaucoup donc, au cas du manteau supérieur et plus récemment au cas du manteau inférieur, comme on le verra par la suite. Et donc ici, on fait l'hypothèse qu'on peut supposer que chaque grain d'un ensemble polycristallin est traité comme une inclusion à l'intérieur d'une matrice, une inclusion ellipsoïdale. On va calculer la déformation plastique, en faisant l'hypothèse de déformation par dislocation et de rotation des grains. On va déterminer ce qu'on appelle la contrainte de cisaillement critique pour chaque système de glissement du grain, suivant son orientation et la force appliquée. Et donc, on va autoriser un glissement pour les systèmes de glissement qui sont activés, c'est-à-dire les systèmes pour lesquels la contrainte critique est supérieure à un seuil d'activité. Et à ce moment-là, on va supposer que le glissement est proportionnel. Le glissement va se produire à une vitesse proportionnelle à la contrainte déviatorique locale. Et donc, on va calculer ceci en fonction du temps. On va suivre certaines particules au cours du temps. Et alors, le problème de la recristallisation, lui, est traité de manière approximative lorsque l'énergie de déformation dépasse un certain seuil. Donc, bien sûr, il y a un peu d'arbitraire ici, plusieurs seuils qui doivent être définis d'une certaine manière. On repart à zéro, on annule la déformation et on repart avec des nouveaux grains distribués où l'orientation est distribuée aléatoirement. Alors, donc, en entrée de ce genre de calcul, il va falloir avoir un ensemble de grains. En général, on travaille avec 1 millier de grains. On va introduire les propriétés cristallines, donc les propriétés élastiques, les propriétés d'anisotropie intrinsèque, et la texture, donc les plans de glissement. Et on va calculer les propriétés sismiques en faisant un calcul du tenseur élastique effectif par ce moyen-âge que je vous ai expliqué, donc soit par Voigt, soit par Eros, mais en général, on fait la moyenne des deux, comme je vous ai déjà expliqué. Et les prédictions, alors donc ça c'est le VPSC, mais il y a donc on peut faire des comparaisons entre les prédictions de ce genre de calcul et des observations dans la nature, comme par exemple ici les ophiolites naturels d'Oman. Et donc ici on a une comparaison d'un calcul VPSC en tenant compte de la recristallisation, donc il va nous donner des alignements plus faibles, et ici en ne tenant pas compte de la recristallisation. Et encore une fois, donc on regarde l'alignement. Au départ, vous avez, ça c'est donc au bout d'un certain temps, au bout d'une certaine déformation ici, qui est donnée ici, donc ici 0,4 et facteur 1,5. On part avec une distribution aléatoire de toutes les orientations, et à la fin, on obtient enfin non pas ici, puisque ça c'est l'exemple de ce qu'on observe dans la nature, mais donc dans le calcul. Et au bout d'un certain temps, on observe cet alignement qui, vous voyez, ressemble pas trop mal à ce qu'on observe dans la nature. Effectivement, si on regarde celui-ci, par exemple, il ressemble pas mal à l'ophiolite, à cet ophiolite-là.
Et là, c'est une comparaison avec un autre calcul, donc pas un calcul sous ce qu'on appelle une hypothèse cinématique, qui est une hypothèse un peu moins sophistiquée, qui donne dans ce cas-là des résultats comparables, en fait. Et donc, la conclusion, c'est qu'on a des méthodes plus ou moins sophistiquées pour faire ce genre de calcul, mais en fin de compte, en moyenne, on arrive à des résultats qui ont l'air relativement cohérents, au moins qualitativement. Et donc maintenant, je vais vous montrer plusieurs exemples d'applications, parce qu'il va falloir... donc là, je vous ai donné juste la partie... on plonge cet ensemble de cristaux dans un champ de déformation, dans un champ de contrainte plutôt. Mais donc, quel est ce champ de contrainte? Et ce champ de contrainte, il va être imposé par des mouvements de convection dans le manteau. Donc on va appliquer ça à deux exemples particuliers, des régions proches de limites de plaque, où on pense que la déformation doit être plus intense, où on va avoir des gradients de déformation plus intenses, et donc qui vont être favorables au développement de l'anisotropie. Donc dans deux cas, un cas 2D, où on va regarder la limite entre la lithosphère, donc rigide, et la sténosphère dans les bassins océaniques, donc au milieu des bassins océaniques. Et dans le deuxième cas, on va regarder le cas des régions de dorsale, où donc on a donc mouvement montant pour former la nouvelle croûte, et donc aussi région de déformation intense. Alors dans le premier cas, donc ici, donc c'est un calcul entre une plaque lithosphérique et la sténosphère. Donc la différence, c'est la rhéologie de la sténosphère, donc la viscosité de la sténosphère beaucoup plus faible que celle de la lithosphère. Et donc en fonction de la profondeur, on peut décrire la déformation en cisaillement accumulée, qui donc est décrite par ces diagrammes. Et on voit donc les axes de l'olivine. C'est un modèle qui suppose qu'on a 100% d'olivine, calculé sur un nombre de grains de 200 grains. Et on regarde l'orientation de l'axe 1, 0, 0, donc de l'axe A, qui s'oriente horizontalement. Donc le cisaillement est horizontal. Et donc c'est le cas bien classique de déformation de type A. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit donc se développer au cours du temps une couche d'environ 250 km d'épaisseur d'anisotropie donc assez importante, qu'on doit pouvoir observer par la sismologie. Ici, c'est montré pour un âge de la lithosphère de 100 millions d'années, mais ici, on voit dans l'encart le genre de déformation accumulée qu'on peut obtenir pour des âges différents de la plaque, donc des âges plus jeunes. La déformation est limitée à des profondeurs plus faibles, et plus la plaque est ancienne, plus la lithosphère s'épaissit, et plus la déformation se concentre à des plus grandes profondeurs, et la déformation devient plus grande. Donc on s'attend à voir donc de l'anisotropie plus forte, ce qu'on peut calculer précisément à partir de ces diagrammes. Donc ça, c'est un cas simple de calcul en 2D, tout simple. Maintenant, regardons le cas de la déformation donc, dans une dorsale. Vous avez une cellule de convection, un courant montant, et une déformation intense au moment où le courant va devenir horizontal, donc à l'arrivée à la surface. Donc là, qu'est-ce qu'on a en entrée? En entrée, on
on a d'abord un modèle géodynamique, donc un modèle qui va nous donner les vitesses les vitesses des particules donc dans la cellule de convection, qui vont être calculées par une méthode d'éléments finis ou différence finie, dans une rhéologie donc, qui va dépendre de la température et avec des conditions au bord qui vont être donc celles avec une imposition de la lithosphère rigide à la surface et et du mouvement de la plaque. Et donc ce modèle géodynamique, qu'est-ce qu'on en sort? On en sort des gradients de vitesse d'écoulement le long de lignes d'écoulement. Donc on va choisir des lignes d'écoulement et on va les suivre. On va avoir les gradients de vitesse. Ces gradients de vitesse vont nous donner des déformations. Et à partir de ces déformations et des propriétés des cristaux, etc., on va pouvoir en déduire l'anisotropie, enfin, les constantes élastiques, au niveau du cristal et ensuite au niveau de l'agrégat en moyenne. Et une fois qu'on a les constantes élastiques à chaque endroit, on va en pouvoir calculer l'anisotropie sismique qu'on pourrait prédire. Alors, dans cet exemple particulier, on considère un assemblage qui est réaliste, plus réaliste, 70% d'olivine. Bon, en général, c'est plutôt 50 à 60%, mais disons que c'est pas mal déjà, avec 30% d'orthopyroxène, un statite, est suivi le long de chaque ligne d'écoulement. Et on commence à la base du modèle, donc en bas, avec des orientations aléatoires donc, des cristaux, et on regarde comment la déformation évolue en fonction, comment l'orientation évolue en fonction de la déformation rencontrée le long du trajet, qui est donc imposée par ce modèle de convection. Donc il y a beaucoup d'éléments dans ce genre d'exercice. Ça combine les ingrédients provenant de la géodynamique, de certaines hypothèses de géodynamique, ensuite transférées dans des modèles numériques, ensuite des hypothèses sur la nature cristalline, sur les symétries cristallines, sur les plans de glissement, et ensuite comment, à partir de ça, on va moyenner les constantes élastiques obtenues pour pouvoir en déduire l'anisotropie sismique. Donc, 3 étapes qui font intervenir 3 domaines différents de la géophysique, la géodynamique, la physique des matériaux et enfin la sismologie. Et donc voilà, on calcule le type et l'orientation de 1000 grains dans chaque... donc chaque agrégat contient 1000 grains et on en déduit les constantes élastiques effectives, dont ensuite les vitesses et l'anisotropie sismique. Et donc voici le résultat. Ici, ce qu'on a, c'est pas très clair non plus. Donc ici, vous avez, ça c'est la profondeur. Donc on commence ici avec des orientations aléatoires. Donc il y a des grains orientés un peu de manière plus ou moins uniforme. Et au fur et à mesure qu'on suit le long de l'écoulement, ces grains vont s'orienter et on voit cette orientation apparaître. Là, je suis cette ligne-là, parce qu'en fait, il compare ici plusieurs hypothèses, donc plusieurs méthodes de calcul. Le VPSC, dont je vous ai parlé, celui du milieu. Ici, c'est un calculé avec une hypothèse plus de limite inférieure sur la déformation. Et ici, c'est avec la recristallisation. Donc, trois calculs un peu différents, mais montrant tout de même que...
Alors, tout à coup, je me demande si c'est lequel est avec... Celui-ci est avec recristallisation, celui-ci sans. Je m'étonne un peu. Oui, l'orientation est plus nette ici qu'elle est ici. Ici, on a plus de... disons... la distribution est plus uniforme. Mais donc, on suit, on voit les orientations apparaître. Et on peut donc voir comment elles sont reliées à la direction des contraintes et direction des mouvements du matériau. Et ils ont introduit dans ce modèle aussi, près de la dorsale, la possibilité d'avoir de la fusion partielle qui donc change la rhéologie et va influencer le comportement. Dans le dessin suivant, on montre le résultat obtenu donc pour maintenant avec l'anisotropie sismique. Donc ici encore une fois, on représente les ellipses de déformation le long des trajectoires donc, de la convection. Dans deux cas particuliers, suivant quelle est la viscosité de la sténosphère, donc suivant la rhéologie, ici une viscosité de la sténosphère relativement forte, et dans ce cas-là une viscosité de la sténosphère plus faible de presque 2 ordres de grandeur. Et on voit que la déformation se concentre, dans le cas où la viscosité de la sténosphère est beaucoup plus faible, se concentre près de la dorsale. C'est très net. Ce n'est pas très étonnant, mais c'est bien vérifié. Ensuite, quand on calcule l'anisotropie en vitesse p ici et la direction de l'axe rapide, on voit des directions de l'axe rapide qui sont un peu obliques, mais beaucoup plus orientées verticalement dans le cas de la viscosité faible, et une anisotropie plus forte et plus concentrée sur le long de la dorsale dans le cas de la sténosphère moins visqueuse. Et ensuite, ça devient plus compliqué ici au moment de la rotation de la direction du mouvement, avec une complication et une espèce de convection secondaire qui apparaît donc dans ce cas-là. Et alors ensuite, donc, on peut en calculer. Donc ça, c'est l'anisotropie point par point dans le modèle. Et après, on peut tracer des raies sismiques et intégrer cette anisotropie le long des raies sismiques pour en déduire, par exemple, le splitting, donc la biréfringence des ondes S, qui va donc se mesurer en secondes, la différence de temps d'arrivée de l'onde lente et de l'onde rapide, en fonction donc ici de la position, de l'âge de la plaque, donc ici 0 million d'années jusqu'à 200 millions d'années, et on voit que ce splitting est plus important, ce n'est pas très étonnant, dans le cas de la sténosphère moins visqueuse, à peu près 2 fois plus grand. Et la variation avec l'âge, elle, par contre, n'est pas... on voit une différence près de la dorsale dans les deux cas, peut-être étalée sur une plus grande plage d'âge dans ce cas-là, plutôt que dans celui-ci, où on n'observerait pas de splitting dans le cas d'une propagation verticale. Donc voilà. Bon, mais j'ai fini ce que j'avais prévu de raconter. J'ai peut-être été un peu trop vite, mais disons en résumé, ce que je voulais expliquer aujourd'hui, c'est vraiment donc pour le manteau supérieur, on a l'hypothèse de l'olivine
de type A, la déformation de l'olivine de type A qui marche très bien dans les bassins océaniques. Par contre, dans les zones de subduction, la situation est plus compliquée et c'est probablement dû à une multiplicité d'effets, mais en particulier une convection plus complexe qu'il faut considérer en 3D, mais aussi des phénomènes tels prendre en compte le contenu en eau, les variations des propriétés en fonction de la pression, donc en fonction de la profondeur, et éventuellement aussi l'hypothèse simplifiée de l'olivine de type hexagonal est peut-être à revoir. Encore une fois, on n'a pas jusqu'à présent des observations sismiques suffisantes pour pouvoir distinguer ces différents modèles. Et donc, pour pouvoir examiner les différentes hypothèses qu'on fait et les confronter avec les observations sismiques qu'on a, on s'attache à construire des modèles qui font intervenir des hypothèses sur la convection, sur la façon dont sont organisés les courants de convection, associés avec toutes les hypothèses minéralogiques, pour ensuite calculer l'anisotropie sismique et l'évaluer par confrontation avec les données sismologiques. Alors, autant dans le manteau supérieur, et vous voyez dans les bassins océaniques, ce que prédisent ces modélisations ne nous étonne pas trop, ça marche bien. Les hypothèses qu'on fait et les connaissances qu'on a des propriétés des matériaux sont suffisamment bonnes pour au moins qualitativement donner des résultats cohérents. Par contre, ce genre d'exercice appliqué au manteau inférieur, où les connaissances sont beaucoup moins précises sur le comportement des minéraux et les plans même la structure cristalline, mais les plans de glissement surtout, et aussi les lois de fluage et la rhéologie. Donc on arrive dans un domaine où cet exercice devient plus intéressant parce qu'on peut y entrer différentes hypothèses et essayer de les confronter aux observations. Et ça va nous permettre d'essayer de distinguer les hypothèses valables d'hypothèses moins valables en l'absence d'observations directes. Donc voilà, je vais arrêter là. Et si vous avez des questions, c'est le moment de les poser puisqu'on reste 5 minutes. Voilà.